Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaned. Au sommaire de cette édition, près d'un an après l'incendie qui a ravagé la prison centrale de Gitega, des détenus dorment encore à la Belle Étoile, une situation insoutenable, surtout pendant la période des pluies. Insubordination ou simple discours propagandiste, une chose est sûre, les injonctions du Premier ministre mettant fin à la collecte des fonds opérés par les entreprises de construction de Rumongue à l'endroit de la population ont été foulées aux pieds, au vu et au su de l'administration à la base. Célébration ce dimanche de la journée mondiale de l'enfance, une journée qui arrive au moment où les droits des enfants burundais ne cessent d'être violés, même les plus élémentaires comme la nourriture pour les élèves internes. Dans ce journal, vous suivrez le porte-parole du gouvernement qui dit que rien ne sera ajouté aux subsides infimes octroyés aux écoles à régime d'internat, du moins durant cette année scolaire qui vient juste de commencer. Voilà pour les grandes articulations. Bien bon, ça c'est vous mesdames et messieurs, dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Rebonsoir. Débutons ce journal par la page gouvernance où les détenus de la prison centrale de Gitega dorment dehors dans des tentes depuis qu'un énorme incendie a ravagé cette prison il y a de cela presque un an. Aujourd'hui, ils disent être menacés par la pluie et le froid et demandent aux autorités du pays de faire en sorte que cette prison soit réhabilitée et que l'effectif élevé des détenus diminue. Le point avec Onésime de chez Magit. La prison centrale de Gitega a été ravagée par un énorme incendie le 7 décembre 2021. Un incendie qui a emporté la vie de centaines de détenus ainsi qu'une partie des infrastructures de cette prison. Depuis alors cette tragédie qui va bientôt faire une année, plusieurs détenus dorment toujours dans des tentes érigées dans la cour de cette prison, comme le témoigne notre source dans cette maison carcérale. Ainsi, en cette saison pluvieuse, ces détenus vivent le calvaire du fait que quand il pleut abondamment, ils n'ont pas d'endroit où dormir. Les eaux de pluie se déversent dans la cour où sont construites ces tentes. Et quand la pluie tombe la nuit, ces prisonniers restent debout toute la nuit, étant donné que d'autres cellules qui n'ont pas été touchées par l'incendie sont pleines à craquer. En effet, la prison centrale de Gitega compte environ 1500 détenus, alors que normalement sa capacité d'accueil est de 400 détenus. Par conséquent, le vent et la pluie qui frappent ces détenus font qu'ils sont souvent affectés par différentes maladies. C'est pourquoi ces prisonniers demandent avec insistance aux dirigeants du pays de réhabiliter cette prison afin qu'ils puissent eux aussi avoir un endroit où s'abriter de la pluie et du vent. Ils demandent également à la ministre de la Justice, Domine Banyankimbona, que ce qu'elle avait recommandé aux procureurs et aux responsables des juridictions soit mis en œuvre afin que leurs dossiers soient traités dans les délais et que les détenus qui ont purgé leur peine soient libérés, ainsi que ceux qui ont bénéficié de la grâce présidentielle, tout cela dans le but de désengorger cette prison qui compte actuellement 3 fois plus que l'effectif qu'elle devait contenir. Onésime de Chimagidze, droits de l'homme toujours, l'implication de la ministre de la Justice n'est pas requise pour pouvoir libérer un prisonnier acquitté ou qui a fini de purger sa peine, car cela incombe plutôt au directeur des prisons qui devrait immédiatement le libérer. Réaction du chargé du département juridique au sein de la CAT Burundi, maître Jean-Claude Nibouloumoussi indique néanmoins que si la ministre de la Justice était animée d'une bonne volonté, elle pourrait mettre fin à cette injustice en un jour, d'où il est demandé à la ministre de ne pas se dérober de sa mission de faire respecter la loi. Suivez maître Jean-Claude Nibouloumoussi. Normalement, la libération d'un détenu qui a purgé sa peine ne nécessite pas du tout l'intervention du ministre de la Justice. La loi est claire là-dessus et le directeur de l'établissement pénitentiaire tient le dossier carcéral du détenu qui doit le libérer. Normalement, au quotidien, le service juridique de la prison suit de près l'état des dossiers des détenus et procède à la libération une fois la peine purgée. Mais ce que nous constatons, c'est que cette gestion normale des choses
chose n'est pas appliquée lorsqu'il s'agit de détenus politiques. On a toujours dit qu'il s'agit d'une gestion hors du commun. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate et c'est vraiment aberrant. Ce qui est confirmé d'ailleurs par le ministre de la Justice lorsqu'elle vous répond qu'elle va se pencher sur cette question. En fait, c'est d'une manière exceptionnelle. Nous avons toujours entendu des gens qui bénéficient des grâces présidentielles ou d'autres mesures de relâchement où il y a l'intervention d'une libération, bien que la peine n'est pas encore purgée. Mais pour ces personnes qui sont détenues pour des infractions à caractère politique, vraiment, ces mesures-là ne les concernent pas. Ici, c'est pas seulement Bushima Guidze, il y a beaucoup de détenus dans plusieurs prisons qui sont détenus sans titre ni droit. Ici, je peux parler le cas de Pierre de Gitega, qui totalise maintenant 2 ans d'incarcération sans titre ni droit parce qu'il a déjà purgé sa peine en 2020. Nous, à la CAT Burundi, nous recommandons à la ministre de la Justice de remettre les choses dans l'ordre, ordonner aux responsables des établissements pénitentiaires de libérer tous les détenus qui ont purgé leur peine, et sans exception aucune. Mais il est grand temps d'éviter une politique de 2 poids 2 mesures. Un simple rappel à l'ordre suffirait pour rétablir l'ordre et faire respecter la loi. Je vous le disais en titre, le 20 novembre de chaque année, le monde entier commémore la journée de l'enfance, créée par les Nations Unies en 1954. Elle a été mise en place dans le but de promouvoir le respect et les droits des enfants. Selon l'UNICEF, les parents, les enseignants, les infirmières et les médecins, les dirigeants ou les militants de la société civile, les chefs religieux ou de communauté, les chefs d'entreprise et les professionnels des médias, de même que les jeunes et les enfants eux-mêmes, peuvent jouer un rôle important et faire de cette journée mondiale de l'enfance un événement à part dans leur société, pour leur communauté ou pour leur pays. Le thème de cette année est l'inclusion pour chaque enfant. Et cette journée trouve donc le Burundi en mauvaise position en ce qui est du respect des droits des enfants, vu qu'ils sont régulièrement bafoués et à plusieurs niveaux. Les activistes dans la défense des droits des enfants sont donc appelés à redoubler d'efforts pour l'amélioration de la situation des droits des enfants à travers tout le pays. Le point avec Éloge Divin Rémiche. Les enfants les plus vulnérables face aux violations de leurs droits sont de plusieurs catégories selon les activistes des droits humains au Burundi. Les jeunes filles sont beaucoup plus exposées aux viols. Malheureusement, selon un défenseur qui a voulu garder l'anonymat, de tels crimes sont le plus souvent cachés ou traités à l'amiable. Des filles sont violées 2 fois, mais il y a un problème parce que des fois il y a la culture burundaise qui dit qu'il ne faut jamais parler de ça parce qu'on voit que la victime va perdre sa crédibilité au cours de sa vie et du coup ils font des négociations à l'amiable. L'autre chose, c'est quand des familles, les enfants sont violés par des membres des corps de police ou bien de l'ordre, ou bien sont disant à collège. Des fois, les familles respectives ne peuvent même pas oser d'aller se plaindre de... Les enfants orphelins du sida se trouvent aussi sur la liste des enfants dont leurs droits sont régulièrement bafoués. Le gouvernement et les proches de leurs parents en sont pour la plupart des fois responsables selon les défenseurs. Les enfants vivant avec le VIH, pour le moment, les chiffres pour la prise en charge ne sont pas satisfaisants parce qu'il y a toujours des abandons pour le traitement. Il y a aussi un autre problème en rapport avec la succession, c'est-à-dire des parents meurent avec le VIH et du coup, ils n'ont pas eu la chance d'avoir ce qui a été laissé par leurs parents. Les enfants en situation de rue se trouvent également sur cette liste des enfants vulnérables aux violations de leurs droits. Pourtant, les défenseurs indiquent que le gouvernement avait mis en place des projets qui rassurent en faveur des enfants. Toujours il y a des droits des enfants qui sont toujours bafoués. Ici, je souligne notamment des enfants en situation de la rue. Ces enfants n'ont pas vraiment d'assistance qu'il faut, n'ont pas de politique de réinsertion qu'il faut parce qu'on voit toujours des enfants en situation de la rue, même si le gouvernement avait mis beaucoup d'efforts pour résoudre ce problème, mais du coup, il n'y a rien qui a été fait. Le travail des enfants, le manque de facilité à l'éducation, constitue aussi la violation des enfants. Les défenseurs des droits humains demandent au gouvernement la concrétisation de ces programmes en faveur des enfants et appellent les activistes des droits des enfants à multiplier d'efforts dans les luttes en faveur des droits des enfants. Elvis Nyamwongeli, à ce propos, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle, reconnaît que les droits des enfants au Burundi sont régulièrement bafoués. Pour cette organisation onusienne, la faiblesse des investissements dans le secteur de la protection de l'enfant est source de ces nombreux problèmes. Emmanuel Nyungeko
nous en dit plus. Dans ce rapport sur l'analyse budgétaire sur le budget du Burundi exercice 2022-2023, l'UNICEF indique que le montant alloué à la protection de l'enfant est de 41 milliards de francs burundais, soit 20 200 000 $ américains. Pour l'UNICEF, son montant représente uniquement 1,7% du budget de l'État, une diminution par rapport au budget de l'État du Burundi au cours de l'exercice 2021-2022 où le montant alloué à la protection des enfants représentait 2,3%. Sur la période de 11 ans, donc de 2011 à 2022-2023, l'UNICEF trouve que les allocations budgétaires dédiées au secteur de la protection de l'enfant sont passées de 11 milliards 400 millions de francs burundais à 41 milliards, soit une augmentation de 2,5%. Ainsi, pour l'UNICEF, la faiblesse des investissements dans le secteur de la protection de l'enfant est source de nombreux problèmes, comme le sureffectif des enfants dans les salles de classe des établissements scolaires différents, le manque de bancs pupitres, la malnutrition de la grande partie des enfants, ainsi que l'augmentation du nombre des enfants en situation de rue. Protéger l'enfant, c'est le mettre à l'abri de toutes les situations pouvant l'exposer à de mauvais traitements, tels que l'exploitation et les abus sexuels, la traite, les travaux dangereux, la violence, l'absence de logement, l'enrôlement par force dans des groupes et mouvements politiques armés, le mariage précoce, le manque de justice équitable et le non-enregistrement des naissances. Il est à signaler que selon l'UNICEF, les enfants représentent près de la moitié de la population burundaise, soit 47,2%. Merci à toi Emmanuel Niungeko, et comme pour prouver cette faiblesse d'investissement, le gouvernement ne compte revoir à la hausse le montant destiné à la restauration des élèves des écoles à régime d'internat que pour l'exercice budgétaire 2023-2024. C'est du moins ce qui est ressorti du Conseil des ministres tenu cette semaine. Suivez plutôt Prosper Narougouamié, secrétaire général et porte-parole du gouvernement. Les plafonds d'engagement des dépenses sont soumis à des règlements prescrits dans certains textes, notamment le décret sur la gouvernance budgétaire, le décret portant règlement général de gestion des budgets publics, etc. Ils se conforment aussi à la loi portant fixation du budget général de la République du Burundi pour l'exercice 2022-2023, qui prévoit que les plafonds d'engagement trimestriels des dépenses qui doivent être validés par le Conseil des ministres. Ces engagements se font en fonction des encaissements et constituent de ce fait un outil indispensable de régulation des dépenses. Ils sont conformes au plan de trésorerie de l'État, concernent toutes les dépenses de l'État, sauf celles qui ont un caractère obligatoire et incompressible, comme les dépenses de salaire et de la dette. Ainsi, au cours de la gestion budgétaire 2022-2023, le rythme des engagements sera fonction du rythme d'encaissement des recettes. Après analyse de ces plafonds d'engagement des dépenses pour le deuxième trimestre 2022-2023, le Conseil des ministres les a adoptés avec les recommandations suivantes. Envisager l'augmentation du budget alloué à l'alimentation des élèves internes pour l'exercice budgétaire 2023-2024. Encadrer et suivre l'exécution des budgets alloués aux projets financés par les partenaires au développement. Que tous les ministères s'impliquent pour augmenter les recettes. La décision du Premier ministre Gervais Ndirakobucha interdisant les coopératives creusant les pierres et autres matériels de construction en province de Rumongue de collecter l'argent au sein de la population n'a pas été respectée. Juste après le départ du Premier ministre, la collecte a repris de plus belle et la population accuse les administratifs d'avoir échoué à faire respecter cette mesure. Le point avec Eric Nyonzima. Les coopératives qui se sont attribuées les sites d'extraction des matériaux de construction en province de Rumongue n'ont pas lâché. Ils continuent à collecter de l'argent pour toute personne qui cherche ces matériaux. L'exemple le plus parlant est celui du coopérative Fumakoro, dont le patron est incertain Urimwengo. En date du 18 novembre, 2 jours après la descente du Premier ministre à Rumongue, il a adressé une quittance de 50 000 francs à un fournisseur qui était rendu sur le site pour s'approvisionner. Selon les fournisseurs, les agents d'Urimwengo sont partout à Murembwe, dans une localité appelée Kukagoti et à Muhanda. Ces fournisseurs font savoir qu'aucun véhicule chargé de pierres ou du sable ne peut pas passer sans avoir exhibé la quittance. Ce qui choque selon ces fournisseurs, c'est le fait qu'après la descente du Premier ministre, même quand ils en informent les administratifs pour une éventuelle intervention, ils feintent de ne pas être disponibles. Lors de sa visite à Rumongue mardi dernier, le Premier ministre Gervais Ndirakobucha avait promis à la population que ces coopératives n'avaient plus le droit d'exiger de l'argent aux fournisseurs comme droit
droit de fournir des matériaux de construction. Pour lui, si les taxes devaient être exigées, ça devait être de l'argent qui entre dans les caisses de communes. Le Premier ministre avait chargé les administratifs de veiller au respect de ces mesures. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre à ce propos Léonard Nyonsaba, le gouverneur de la province Lumongue. Eric Nyonzima, ce refus d'obtempérer prouve donc à suffisance que les discours des hautes autorités du pays ne sont que des trompe-l'œil pour faire croire à la population qu'ils se soucient réellement de leurs problèmes. Réaction de Jérémy Minani, président du parti RDB. Pour lui, si réellement les hautes autorités du Burundi se souciaient des malheurs de la population et devraient réagir sans toutefois aller se lamenter devant la population, comme si elles voulaient leur demander la permission d'agir. Suivez. Ce genre de discours est un discours qui est déjà familier à tous les Burundais depuis l'arrivée de M. Evariste Ndayishimiye au pouvoir. On a vu qu'il se contente de dénoncer ce qui ne marche pas dans le pays. Il se lamente, il pleure, il cherche des boucs émissaires ici et là. Il promet des choses qu'il va corriger, mais tout reste dans ses paroles. Aucune de ces paroles n'est transformée en acte concret visant à soulager les souffrances des Burundais. On voit Gervais Ndirakobucha reprendre le même discours, tenter de jeter le tort sur l'administration à la base, alors qu'en réalité, le mal burundais provient du sommet de l'État, à commencer par le chef de l'État, son gouvernement, et surtout cette petite clique de généraux qui retient en otage le parti CNDD. Ce sont eux qui sont à l'origine de la corruption qui continue de plonger notre économie dans le chaos. Ce sont eux qui ont conçu ce système qui tue, qui massacre les citoyens ordinaires, qui fait disparaître les citoyens paisibles. Ce sont eux qui ont conçu ces malheurs auxquels les Burundais sont confrontés du jour. Alors, à entendre M. Evariste Ndayishimiye et son Premier ministre, on croirait que c'est le chef de colline ou le chef de zone ou l'administration communale qui est à la base des malheurs que connaît le peuple burundais depuis un certain temps. Depuis l'arrivée du CNDD de pouvoir, si on peut le dire ainsi. Mais en réalité, c'est pas vrai. L'administration à la base, le chef de colline, le chef de zone, l'administration communale et le gouverneur de province peuvent commettre des erreurs. Il y a d'ailleurs ceux qui abusent de leur pouvoir, qui ne se soucient pas en réalité des problèmes des Burundais. Mais ça, c'est facile à corriger si le Premier ministre est conscient que tel ou tel administratif à la base ne fait pas correctement son travail, il peut le conseiller ou même le recadrer, le corriger s'il est le faux, le remercier. Ils ont des pouvoirs qui tirent de la Constitution, leur permettant de démettre de ces fonctions tout administratif à la base qui ne se soucie pas des problèmes des Burundais. Mais ils ne le font pas et ils n'ont pas en réalité la volonté de le faire parce que eux-mêmes, gens qui gouvernent illégalement le Burundi, ne se préoccupent pas ou se préoccupent fort peu des problèmes des Burundais. Jérémy Minani, il est le président du parti Rassemblement des démocrates burundais, RDB en sigle. Et dans notre série de reportages sur les denrées alimentaires que les Burundais consomment au quotidien, mais qui ne cessent de grimper de prix du jour au lendemain, aujourd'hui nous vous parlerons du maïs. La population de différentes provinces du pays indique que presque partout, il s'observe une hausse vertigineuse du prix des graines et de la farine de maïs, surtout depuis 2 mois, ce qui ne facilite pas du tout aux nécessiteux de s'en procurer. Les détails avec Émile Nivasourba. Au Burundi, l'on consomme le maïs de 2 façons. On consomme les graines, mais aussi la pâte de maïs. Actuellement, la population de différents coins du pays indique que le prix de cette denrée alimentaire a été majoré au point qu'il leur est difficile de se la procurer comme d'habitude. Au nord du pays, surtout dans la province d'Ongozi, la population dit que le prix du kilogramme de graines de maïs a grimpé jusqu'à une somme de plus de 1000 francs dans une période de 2 mois seulement. Selon toujours les habitants de cette province, même le prix du kilogramme de la farine de maïs a été revu à la hausse. Nous connaissons 2 catégories de farine de maïs. Il y a la farine de maïs ordinaire qui coûte 2400 francs et celle dite ICMB qui coûte 3100 francs burundais. Les prix sont comme ça chez nous. Ça a commencé à grimper depuis le mois de septembre. En province Kayanza, les coûts de cette denrée alimentaire ont grimpé d'une manière
très remarquables. Les habitants de cette province indiquent que le prix d'un kilogramme de maïs a été majoré d'une somme comprise entre 1200 et 1500 francs. Antérieurement, les 2 derniers mois, 1 kg de farine de maïs s'achetait à 1300, mais maintenant que je vous parle, elle coûte 2500 francs le kilogramme. Pour ce qui est des graines de maïs, le kilogramme s'achetait à 1000 francs dans les 3 derniers mois, mais aujourd'hui, nous sommes en train de les acheter à 2500 francs le kilogramme. Quant à la province Cibitoke, le prix de cette denrée alimentaire est évalué à 3 fois supérieur au prix habituel. Antérieurement, les 2 derniers mois, 1 kg de farine de maïs s'achetait à 1300, mais maintenant que je vous parle, elle coûte 2500 francs le kilogramme. Pour ce qui est des graines de maïs, le kilogramme s'achetait à 1000 francs dans les 3 derniers mois, mais aujourd'hui, nous sommes en train de les acheter à 2500 francs le kilogramme. Dans la ville de Bujumbura, le prix du kilogramme de cette denrée alimentaire est compris entre 2800 et 3000 francs burundais. Pour rappel, le gouvernement avait exigé à la population burundaise de vendre sa production de maïs à l'organisation dénommée Anagesa. Cette organisation achetait le kilo du maïs au cultivateur pour 650 francs pour le revendre à plus de 1000 francs sur le marché. Il y a plusieurs jours, des tonnes de maïs ont pourri dans les stocks de cette organisation étatique, une situation qui a valu le limogeage de son directeur général. Merci à toi, Émile Nibasoumba. Et c'est sur ce reportage que nous mettons fin au journal en français de ce dimanche 20 novembre 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive, sans oublier les équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous et très bon début de semaine à toutes et à tous.